Voilà, donc bonjour, je suis Fanchon Pradalier-Roy. Et je suis Faustine Austerlitz. Voilà, et ensemble, nous allons vous présenter les évolutions individuelles et collectives à travers... À travers l'astrologie, grâce à l'astrologie. Et avec tous les grands cycles astrologiques et même les plus petits. Et où est-ce qu'on en est en ce moment dans l'histoire. Voilà. Voilà, on fera le point ensemble et on fera un bon bilan depuis nos civilisations jusqu'aux individus. Est-ce qu'on dit bonjour encore ou bonsoir tout le monde? Donc, avec plaisir de vous rencontrer aujourd'hui à cette heure-là. Donc, nous sommes deux femmes astrologues. On fait partie d'un groupe qu'on appelle Astrologie pour l'ère du Verseau. Ça fait un peu pompeux, mais on ose le faire parce que si on ne l'ose pas, qui pourra le faire? Et on s'est dit, on travaille dans une lignée d'astrologues, en fait, du XXe siècle, j'allais dire du XIXe, tellement c'est une lignée. Et Charles Vouga et Germaine Houllet, c'est des êtres qui ne sont pas autant connus que Rudyard en astrologie, mais qui sont de la même trempe, j'allais dire. Et donc, maintenant, nous sommes toutes les deux là. On aurait pu être trois aujourd'hui. Mais voilà, on va essayer de tenir notre rang à deux. Et on va vous parler des évolutions individuelles et collectives. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui, à ce moment de l'humanité, dans nos évolutions collectives et individuelles? Alors, on va parler l'une après l'autre ou ensemble, on ne sait pas trop, on va voir, on va avancer. Nous avons plusieurs ouvrages donc, que vous voyez là. Le premier, c'est Astrologie, sciences de la conscience, et qui fait un état des grands cycles de civilisation. Et le deuxième, nous l'avons écrit ensemble, c'est l'almanach astrologique des générations. Et demain, d'ailleurs, nous faisons un atelier sur ce sujet des générations. Parce qu'en fait, ça nous étonne qu'aucun sociologue ne l'ait fait, mais il y a vraiment une véritable sociologie, psychologie des générations qu'on peut travailler grâce à l'astrologie. Et donc, on va essayer aujourd'hui de vous parler de cela. Où est-ce que nous en sommes en tant que civilisation? C'est ce que nous allons essayer de voir. Où est-ce que nous en sommes en tant que génération? Et on va essayer en troisième point, en conclusion, en quelque sorte, vous dire à quoi sert l'astrologie et comment elle est au service de l'âme, en fait, puisqu'ici, ça s'appelle le Salon des médecines de l'âme. Il faut peut-être un petit peu parler de l'âme, essayer de comprendre de quoi on parle. Donc, on est en troisième partie, on vous en parlera. Voilà, et moi je vais faire plutôt la première partie de civilisation et puis Faustine, en tant que jeune génération, va nous parler des générations. Ça sera plus actualisé et vivant que si c'était moi. Alors, donc, où nous en sommes en tant que civilisation? En fait, vous avez tous entendu parler, les journaux le relatent avec plus ou moins de bonheur, que nous sommes en train de passer d'une ère à une autre, qu'on quitte l'ère des poissons. Ça, c'est dû à un phénomène qui s'appelle la précession des équinoxes. Et donc, on est en train de terminer une ère des poissons et de commencer une ère du Verseau, en sachant qu'il y a des êtres qui sont déjà dans le Verseau et d'autres qui sont encore dans le poisson et pour longtemps. Ce qui fait que la difficulté du passage d'une civilisation à une autre est toujours compliquée, puisque les consciences se frictionnent et ont du mal à... Et en même temps, c'est aussi parce qu'elles se frictionnent qu'on évolue. Et par conséquent, il y a un long travail de passage et d'évolution vers l'ère du Verseau. Alors, l'ère des poissons, c'est la dominante. Si vous voulez. Le but, en fait, c'était que les êtres, que chacun de nous, on acquiert une conscience individuelle. Et ça, c'est énorme, si vous réfléchissez, c'est-à-dire avoir une conscience, on ait le sens du jeu, d'individuer, et qu'on se démarque de sa famille, de son clan, qu'on soit capable d'avoir une parole individuée et libre. Et le but de l'ère du Verseau, c'est à partir du moment où on est individué, c'est d'être capable de vivre avec les autres et de créer une communauté humaine quand même unitaire malgré la diversité et avec la grande formule qui est la formule du Verseau que la République française a utilisée avec beaucoup de bonheur, et liberté, égalité, fraternité. Donc on est dans ce grand passage, ça vous en avez entendu parler, donc on part de ce grand repère. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si à l'ère des poissons, l'idée c'est d'avoir une conscience individuelle et d'avoir construit son mental, le problème du mental, c'est qu'il sépare.
Et il divise, il sépare. Dès lors qu'on a une conscience mentale, on a du mal à intégrer l'autre, tandis que dans l'ère du Verseau, le but et le travail des 2160 ans en cours ou à venir, ça va être au-delà du mental, d'acquérir une conscience d'amour, c'est-à-dire une conscience intégrative, aimante, qui intègre l'autre et qui n'exclut pas l'autre parce qu'il n'est pas comme nous, qui ne pense pas comme nous. Alors, vous voyez, on a du chemin à faire. Alors là, je reprends une citation de Sri Aurobindo que certains peut-être connaissent et que j'ai exprimée dans certaines conférences, si vous voulez. Là, et c'est lui qui en a parlé le mieux. Sri Aurobindo nous dit qu'il y a une sorte de religion d'humanité qui s'est formulée au XVIIIe siècle, au moment des valeurs de la Révolution française, et que ça s'est exprimé à travers ces trois idées de liberté, égalité, fraternité. Il dit que c'est le problème que nous avons, c'est qu'on n'a pas compris que c'était une sorte de dharma. On l'a pris comme un droit et on ne l'a pas pris comme quelque chose à acquérir et à continuer en permanence à travailler en nous. Et c'est l'idée que ça, c'est quasiment des valeurs religieuses, au sens où ça nous relie à quelque chose de plus grand que nous, en même temps que ça nous relie à l'humanité commune. Et donc, en fait, le type de religion dans laquelle nous rentrons serait cette religion de l'humanité, c'est-à-dire où on est relié dans une même fraternité humaine. Et là, des êtres comme Alice Bailey, nous en ont parlé déjà pas mal au début du XXe siècle. Donc, c'est cette idée. Mais je trouve qu'Aurobindo a eu ce génie de nous dire qu'au fond, c'était des valeurs à intégrer et qu'on ne les avait pas encore intégrées. Alors que nous, l'Occident assène au monde entier ces valeurs-là sans lui-même les avoir intégrées. Donc on est dans ce travail-là, sachant que si vous voulez, à ce moment-là, on travaille avec un paradigme vraiment non plus duel, mais à trois, avec l'idée qu'on est dans quelque chose comme du sens et de l'esprit, qu'il y a un autre terme qui est l'énergie et la conscience, et le terme le plus comment dirais-je, le plus proche de nous et de notre vie incarnée, c'est l'aspect forme ou matière. Et ce qui fait que, si vous voulez, au lieu d'être dans un paradigme de duel, on a intégré, on le voit avec la physique quantique, on a intérêt à commencer à imaginer un paradigme triple. Ce qui donne, en fait, pour l'humain, trois dimensions qui sont intéressantes, qui sont d'une part sa personnalité, ensuite son âme et sa conscience. Ici, on est dans le forum des médecines de l'âme. Qu'est-ce que c'est que l'âme? Donc, c'est la partie énergie, conscience de nous-mêmes et qui est reliée à quelque chose d'encore plus grand qu'est l'esprit. Donc voilà, c'est une manière de voir en triplicité, si vous voulez, le paradigme triple dans lequel on va devoir travailler à l'ère du Verseau et qui est déjà en chemin. Alors, on a, dans le travail que nous faisons, nous travaillons avec l'astrologie ésotérique, outre dans la lignée que nous sommes avec l'astrologie ésotérique d'Alice Bailey, qu'on essaye d'actualiser. Au sens, c'est-à-dire qu'on ne l'apprend pas comme un catéchisme qu'on étudie et qu'on enseigne, mais on la met en mouvement et en compréhension à travers le travail que nous faisons de façon clinique comme astrologue. Et donc, on essaye de faire des ponts entre ce qui est dit et ce que nous, on trouve. Et en fait, il y a cette idée, si vous voulez, Alice Bailey nous dit que l'énergie cosmique rentre par ce grand triangle, la Grande Ourse, Sirius et les Pléiades. Et finalement, nous, on a fini par trouver, dans le travail sur les cycles que je vais vous expliquer très rapidement, on a fini par trouver que, en fait, l'étoile Aldébaran semble focaliser un petit peu ces trois grandes énergies de la Grande Ourse, de Sirius et des Pléiades. Et en fait, de façon cyclique, tous les cycles que nous connaissons, nous, comme humains sur Terre, sont reliés à l'étoile Aldébaran, qui est l'œil du Taureau. Dans l'atelier ce matin, nous en avons un petit peu parlé avec le Taureau. Donc en fait, voilà, on nous dit l'énergie rentre par Aldébaran, on l'a retrouvée, et ça rentre à travers des cycles vous voyez, le système solaire, ça rentre à travers des cycles dans notre système solaire, et
je vais très succinctement, mais vous allez vous rendre compte que c'est plus simple que ce qu'on croit. Très succinctement, voilà les cycles. C'est des cycles de 2 planètes. Et donc, si vous voulez, ça fait comme une sorte de vortex et d'entonnoir énergétique. Et nous travaillons des cycles. Il y a des grands cycles, des cycles moyens et des cycles plus rapides. Et en fait, nous sommes des êtres qui grandissons à travers des cycles. Et il se trouve, si vous voulez, que on a travaillé sur cette question de grands cycles cosmiques de 4000 ans. Alors ça, c'est encore autre chose qu'une ère. Alors vous voyez, si c'est un petit peu compliqué l'astrologie parce que tout n'est pas dit quand on a parlé des ères. Mais il se trouve que nous avons des grands cycles de 4000 ans de 3 planètes, les plus grandes, Pluton, Neptune et Uranus. Et c'est des cycles octogonaux. Alors là, l'octogone est un grand symbole de l'humanité. Et en fait, c'est des cycles octogonaux. Et on a trouvé que le premier grand cycle correspondait au Paléolithique. Le deuxième grand cycle correspond au néolithique, de moins 4500 ans jusqu'à moins 577. Alors on est précis, nous, parce que la partie astronomie est la partie science de l'astrologie, donc on travaille avec des cycles, et donc on travaille avec des éphémérides comme la NASA et comme les astronomes, en fait. Et si vous voulez, le grand cycle, le cycle dans lequel nous sommes en ce moment, de 4000 ans, donc là, vous avez le paléolithique, ici tout le néolithique, et puis nous sommes dans ce grande roue de 4000 ans qui a commencé, alors nous on le date de moins 577, parce qu'à cette date-là, géométriquement, les 3 planètes sont alignées, Pluton, Neptune, Uranus, et elles sont alignées avec l'étoile Aldébaran, l'œil du taureau. Et donc, en fait, c'est un âge que les historiens et les anthropologues ont retrouvé, ils appellent ça l'âge axial. C'est-à-dire c'est un moment où sont arrivés des grands êtres comme Bouddha, Zoroastre. Enfin, à l'Orient, il y avait Bouddha, Lao Tse. Et puis, chez nous, en Occident, il y avait Zoroastre, Pythagore. Et donc, c'est un moment extrêmement important où là a commencé quelque chose de... C'est ce que je vous dis, ce que les anthropologues appellent l'âge axial. Et nous, on le date. Enfin, c'est quand même extraordinaire qu'on le date en astrologie, qu'on le trouve. Et donc, il y a ce grand cycle de 4000 ans qui est fait de 8 cycles de 500 ans. Donc, ça tourne dans ce sens. Et nous sommes maintenant, voilà, vous le voyez mieux, le grand octogone. Donc nous sommes dans, vous voyez, oh là je vous garde que celui-ci, nous sommes dans ces moments-là et nous situons dans le cycle de 1892 à 2385. Et ce qui est intéressant, c'est que ces cycles-là, j'ai montré dans le livre Astrologie, sciences de la conscience que chaque grand cycle de 500 ans correspond à un moment de l'histoire qui a été déjà repéré par les historiens, et les pleines lunes de ces cycles-là, qui sont dans les pointes là, de l'octogone, les pleines lunes sont également alignées toutes avec Aldébaran. Ça veut dire que c'est comme si quelque chose, une information arrivait par là et se transmettait. Et on a là les pleines lunes, là ça correspond aux conquêtes d'Alexandre. Là c'est la pleine lune ici, c'est l'apogée de l'Empire romain. Donc si vous voulez, il y a une espèce de comment dirais-je, c'était un vrai bonheur de voir à ce point l'alignement historique. Je suis pas la première astrologue à l'avoir fait, mais à ce point-là, oui. Aller jusque dans le détail, se rendre compte à quel point, si vous voulez, ces périodes de 500 ans, qui sont des cycles de seulement 2 planètes, correspondent à des civilisations. Là, évidemment, je vous parle essentiellement de la civilisation occidentale. Hein. Mais on peut pas... Alors, bien sûr, il y en a qui me disent « Pourquoi tu ne travailles pas sur l'autre ?» Bon, d'autres s'en chargeront. On ne peut pas tout faire. Hein. Peut-être toi, mais... Oui, donc en fait, c'est des cycles de 500 ans. Vous voyez, on peut les représenter comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que nous sommes dans 1, 2, 3, 4, 5. Nous sommes dans le 6e. Et là, je vous ai repéré l'idée qu'on est en partie... Tout cela, l'ère des poissons a commencé au 2e. Vers moins 83, là, parce que bon, l'ère des poissons a commencé avec Jésus, ça serait plutôt à moins 1, enfin, ou à 0. Mais vous voyez, là, ça plutôt ici. Et là, on ne sait pas, on est dans un moment, je veux dire, l'ère des poissons, c'est pas tout d'un coup, attention, c'est fini, on passe à autre chose. Si c'était comme ça, l'évolution humaine, ça serait un peu difficile. Il y a des gens qui ont besoin de plus de temps que d'autres. Donc, certains qui sont déjà dans le Verseau, comme je vous ai dit, et d'autres qui sont toujours dans le Poisson. Il y en a même qui sont encore dans le Bélier.
dans l'ère d'avant. Mais il faut qu'ils avancent à leur rythme, hein, chacun à son rythme. Donc là, je vous ai pris le dernier cycle, si vous voulez, de 1399, parce que je n'ai pas le temps de vous raconter tous les cycles, mais si on regarde l'exemple sur le précédent cycle, de 1399 à 1892, en fait, là, on peut travailler de façon assez précise ce qui se passe, et on se rend compte que, parce qu'en fait, si vous voulez, nous sommes dans la période équivalente là, qui était dans le cycle d'avant à la Renaissance. Or, les gens qui vivaient la Renaissance ne se sont pas dit « Oh là là, c'est magnifique que nous vivons la Renaissance ». Les gens qui vivaient la Renaissance, on lui a donné ce nom bien longtemps après, et tous ces gens-là ont beaucoup trimé pour trouver le nouveau paradigme. Et là, on peut voir la partie Renaissance qui a stagné longtemps, 2 siècles à peu près, pour se rendre compte du nouveau paradigme. Et le nouveau paradigme, si vous voulez, est arrivé autour de ces dates-là. Au niveau politique, c'était le traité de Westphalie. Et au niveau des sciences, je devrais l'avoir dans le suivant. C'est plutôt vers les sciences qu'on va se rendre compte. Au niveau des sciences, si vous voulez, c'est à la pleine lune de ce cycle est né Newton. Alors, Newton est à la pleine lune de ce cycle, et si vous voulez, c'est le paradigme newtonien de la science actuelle dans laquelle nous vivons. C'est le paradigme de la science exacte, et de façon absolument incroyable, sachant que Newton était quand même un être lui-même qui était alchimiste, et lui-même, il est le créateur de la science moderne. Vous voyez, c'est un peu tragique, mais c'est vraiment ce qui lui est arrivé. Et en fait, il arrive là, il est né à la pleine lune de ce cycle. Et vous voyez, nous, par exemple, on n'est que dans cette période-là où il y avait à peu près ici, hein, c'est ça Faustine, à peu près ici, où il y avait des réformateurs religieux comme Luther et Calvin, où Copernic commençait à nous dire que, attention, c'était pas la Terre qui était au centre, mais c'était le Soleil. Et donc, c'était vraiment une révolution copernicienne, n'est-ce pas? Et ben nous sommes dans une révolution dont on n'a pas le nom, parce qu'on ne sait pas qui est le Copernic. On pourrait dire peut-être c'est Einstein, mais enfin on ne sait pas, mais ce n'est pas nous qui donnerons le nom, c'est les générations d'après peut-être. En tout cas, vous voyez, c'est pour situer, donc nous en sommes dans l'évolution, c'est-à-dire que là, nous avons, si c'était face au grand cycle athénien, quand on a dit que c'était la renaissance des valeurs de l'Antiquité, on était vraiment là-dedans. C'est-à-dire c'était quasiment la pleine lune de tout le grand cycle de 4000 ans. C'est pour ça que c'est tellement important et que ça a fait... comment dirais-je, ça fait phare encore pour nous, et c'est un phare qui continue à nous éblouir. C'est ce phare du paradigmatique de la science moderne qui a réussi à séparer, si vous voulez, à nous séparer de Dieu et à penser qu'il y avait des lois que nous, humains, nous étions capables de trouver, et que toutes les lois ne nous venaient pas d'en haut, et qu'il fallait que nous, on retrouve les lois sur Terre, et donc c'est les lois. Donc il y a eu cette séparation tragique, d'une certaine manière, entre Dieu et l'humanité, et c'est des êtres comme Kepler et Newton qui nous l'ont amené, alors que Kepler était astrologue en même temps qu'astronome. Et il y a eu une séparation en ce moment-là pour que la science dite exacte arrive. C'était la pleine lune du cycle athénien, quoi, ça que vous voyez. Donc, on en est, nous, dans cette période, nous nous situons ici, si vous voulez, dans cette période qui est analogue à la Renaissance. Donc on a mis entre 1950 et 2032 parce que alors je vous fais grâce des mots, vous n'êtes pas des astrologues, donc il y a mais on voit qu'il y a le cycle là de Pluton-Neptune qui stagne pendant à peu près 100 ans jusqu'à ce qu'on trouve la clé, c'est-à-dire que comme pendant la Renaissance, il va falloir l'ancien et le nouveau se crispent, et on essaye de voir avant qu'émerge et que monte quelque chose de nouveau, on est dans une recherche de nouveau sans forcément y mettre les mots et trouver le paradigme exact. Donc on est dans cette période-là, d'où l'idée d'un certain, à la fois d'effervescence, mais l'idée aussi de marasme, parce qu'on ne sait pas mettre le nom au nouveau. Donc, c'est parce que si on regarde à ce moment-là, si vous voulez, pendant la Renaissance, c'est là que sont arrivées les libertés. Et on est passé aux États centralisés, mais c'est surtout la lumière de la science qui a fait loi.
en fait, et quand même avec les droits humains qui sont arrivés. Donc, on en est dans cette période, et là, Faustine va bientôt prendre le relais pour parler de la période moderne. On est dans cette période de stagnation. Là, c'est tous les cycles que nous... Vous savez, c'est très précis comme travail, en fait. On travaille vraiment avec des cycles précis. Et on va essayer de resserrer, de parler de nous tous, là, parce que nous sommes dans cette période, nous sommes tous nés entre là et maintenant, et nous sommes des concitoyens du moment, et nous sommes en train de vivre cette période où devrait sortir et émerger quelque chose. Alors peut-être bien cette conscience d'âme, dont il est question ici, c'est-à-dire qu'après avoir s'être séparé de Dieu, est-ce qu'on ne doit pas arriver à une conscience d'âme? Et nous sommes maintenant, si vous voulez, dans cette partie-là, sachant que le Newton, c'est-à-dire le nouveau paradigme exactement de notre cycle, il ne sera formulé qu'autour de 2130-41. Vous voyez? C'est pour que vous soyez patients. Et alors moi, je ne le suis pas du tout, mais c'est pour ça que j'ai besoin de savoir qu'il y a un horizon. Et donc, nous, on s'est donné un horizon en tout cas. Voilà. Et chacun joue son rôle. On est tous essentiels et nécessaires là-dedans. Voilà, on en est là. Et donc maintenant, on va descendre un peu plus près de nous. Et je vais passer la parole à Faustine. Elle va nous parler de nos générations actuelles. Merci. Et oui. Merci pour le résumé, parce que c'est un boulot considérable que Fanchon a fait. Alors du coup, on resserre un petit peu la focale. Vous avez vu qu'on est pris dans un grand cycle de civilisation qui peut être une forme de reconnaissance. Mais nous, on s'incarne en tant qu'être humain déjà dans une génération. Les choses se présentent un petit peu comme ça, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on est pris dans le climat et le projet de civilisation. Chacun d'entre nous est pris dans son projet de génération et le climat transpersonnel dont je vais vous parler. Et on arrive avec notre projet de vie individuel. Ok, donc, hop, ce qui est important de comprendre, et ça là-dessus l'astrologie est quand même passionnante, c'est que vous avez un effet d'analogie et de correspondance entre ce qui se passe dans le ciel et ce qui se passe sur Terre. Hein, c'est pas du tout, j'avais envie d'insister peut-être un petit peu là-dessus, c'est qu'il ne s'agit pas d'une influence. On n'est pas en train de dire les planètes, les étoiles nous influencent. Par contre, c'est un miroir dans lequel on peut se regarder pour mieux se comprendre. Au lieu d'avoir un miroir comme ça en face de nous, physique, on peut lever la tête vers le ciel et mieux comprendre ce qui est en train de nous arriver et ce qu'on est en train de chercher à manifester. D'accord ? Donc en fait, vous voyez, ça c'est simplement les différentes planètes qui sont représentées, des plus lointaines aux plus proches. Hein. Et là, on va surtout insister sur les fameuses planètes transpersonnelles que sont Pluton, Neptune, Uranus, qui donnent les grands cycles de civilisation dont vous a parlé Fanchon. Jung appelait ça l'inconscient archaïque et collectif d'ailleurs. Vous avez une analogie entre les planètes transpersonnelles et notre inconscient collectif à nous tous et individuel évidemment, parce que chacun en récupère une partie. Voilà comment ça se présente. Vous avez Pluton, Neptune et Uranus. C'est simplement pour se rendre compte que dans notre inconscient collectif, on est travaillé par ces trois fractales. Pluton, ici, c'est l'objet astrologique le plus lointain, et si vous voulez, symboliquement, il véhicule un genre de problématique karmique. C'est-à-dire qu'il va venir appuyer sur les choses qui sont encore dans l'ombre pour qu'on les éclaire. Fort heureusement, il y a un pôle lumière que représente Neptune et un pôle d'un certain génie de génération qui va nous aider à harmoniser tout ça. Alors ça, c'est inconscient. C'est inconscient, mais notre réactivité à tout à chacun vient quand même de l'inconscient. Donc c'est quelque chose d'assez majeur. Et là, on ne va pas regarder le projet de génération qu'on porte, mais on va regarder que ça nous travaille à chaque instant. On peut se regarder dans ce miroir-là pour comprendre ce qui nous travaille. Donc voilà, les transpersonnelles, elles nous donnent notre projet de génération en natal, mais surtout, elles nous donnent la couleur de ce qui est en train de se jouer, là, tout de suite, maintenant, au sein du projet de civilisation. Et ce qui est très intéressant aussi à voir et ce qui décontracte, alors toi, tu aimes bien avoir une perspective pour te décontracter. Moi, j'aime bien me rappeler qu'on s'incarne en groupe. On n'est pas seul à devoir éclairer le projet de notre génération. On est nombreux. Et si on s'incarne à cette époque-là, eh ben, on peut supposer qu'il y a une bonne raison. Donc, là, Fanchon vous a parlé de cette espèce de phase de stagnation.
Là, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est une espèce de phase de stagnation, mais un peu comme un espèce de chaudron alchimique, où il se passe beaucoup de choses, mais on ne voit pas encore la sortie, on ne voit pas encore la direction. On ne sait pas très bien vers quoi on se tend. Donc à la fois, il y a quelque chose qui semble stagner, vraiment, on se dit, mon Dieu, ça n'avance pas, on voit pas le sens. Et en même temps, de par l'orbite de Pluton qui est très, très particulière, il se trouve qu'on est dans une phase d'accélération de l'histoire. Alors ça, c'est génial parce que du coup, l'astrologie nous permet de faire le lien avec ce que nous disent les historiens. Les historiens nous disent, et les sociologues nous disent que le XXe siècle, il y a une accélération de l'histoire parce qu'il y a une condensation événementielle. Et nous, ça, on le retrouve en astrologie parce que Pluton, du fait qu'il a une orbite un petit peu bizarre, je vous passe les détails, il va, à certains moments, comme se rapprocher de la Terre, accélérer, et à d'autres moments, il ralentit. Donc nos générations, vous voyez, on vous a remis les dates. Il se trouve que nous, on est tous nés, là, ici présents, dans la phase accélérée de Pluton. Pluton, c'est une phase ombre. Donc c'est comme si il y a une pression dans l'inconscient collectif qui nous demande de travailler à éclairer quelque chose, mais qui vient comme faire de plus en plus pression. Donc à la fois ça stagne, et en même temps on est poussé à accélérer et à prendre de plus en plus conscience. Nous tous, on est travaillés un petit peu par ça. D'accord ? Et ça fait un effet, vous voyez, au sein des grands cycles de civilisation et les autres cycles dont Fanchon vous a parlé, lui, Pluton, il vient travailler comme en pression, décompression, d'accélération, décélération. Et il va travailler comme ça chacun des signes et les mettre au défi. Depuis Pluton Lion, si vous voulez, le travail est accentué. Alors historiquement, on sait un petit peu ce qui s'est passé. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir que le point de pression maximal, il s'est joué en 1989, au périhélie de Pluton. Donc, de Pluton Lion 1939 à 1989, il fallait avancer vers quelque chose. Et en 89, c'est un peu comme si on avait pris un point de bascule. On a changé de monde en quelque sorte. Alors, je vous montre simplement ça. Quand je vous ai dit que le fameux Pluton, il challengeait un petit peu le zodiaque, il challenge les signes, voilà un petit peu comment ça peut se passer. C'est-à-dire que sur le signe, quand Pluton est arrivé dans le signe du Scorpion, les valeurs du Scorpion, c'est tout ce qui touche aux héritages, aux finances, la mort, le deuil, etc. Et historiquement, on a pu observer que la finance s'est un peu emballée. Le signe du Scorpion, c'est également le signe de la sexualité, de la procréation, c'est l'exacerbation du sida. Et à chaque fois, ça fonctionne un petit peu comme ça. Donc on est systématiquement mis au défi pour rééclairer le zodiaque en quelque sorte. Et je vous parlais de la date de 1989, c'est également la date de la chute du mur de Berlin. Donc qui est vraiment le symbole de, vous voyez, il y a un mur qui sépare des peuples, et pourtant c'était tellement facile de le faire tomber. Mais autant fallait-il y aller. Et à partir de ça, c'est comme si on était invité à changer un petit peu de dynamique. C'est ce qu'on appelle le turning point. Et en fait, à partir de cette fin de XXe siècle, à cause aussi des cycles qui sont en cours, il nous est demandé, à partir de cette date-là, de vraiment prendre de plus en plus conscience du paradigme, du nouveau paradigme dans lequel on est, et de repenser et renouveler toutes nos utopies collectives. Ça, c'est un cycle qui s'est déclenché en 93. Il est long, hein, ça fait 172 ans, donc encore une fois, on est qu'au début. À partir de 1995, jusqu'en 2008 à peu près, Pluton s'est mis à challenger le Sagittaire. Donc au début, c'est comme s'il a perturbé tout ce qui touche à la connaissance, au fait de trouver du sens, du sacré. C'est aussi un signe de spiritualité, de philosophie, etc. Donc du coup, historiquement, qu'est-ce que ça nous a donné ? Comme c'est aussi un signe de communication, c'est le développement du web, des réseaux sociaux. Il y a eu pas mal de bazar au niveau des médias. Et on a vu une espèce de flambée des intégrismes aussi, religieux. C'est-à-dire que systématiquement, ça met le bazar pour qu'on retrouve le sens. Et à chaque fois, et même maintenant, Pluton joue en quelque sorte à ça. À partir de 2008, on se rapproche de nous, Pluton a challengé le Capricorne. Le Capricorne, c'est toutes nos structures, toutes nos institutions, tous les pouvoirs en place. Donc ça a beaucoup questionné l'autorité et ça nous a donné une bonne crise systémique, hein, quand même, avec une bonne crise financière en 2008. On a eu le Covid. En fait, le jeu de Pluton Capricorne, c'est de nous montrer
ce qui était déjà là, mais qu'on ne voyait pas. C'est-à-dire que je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais là, entre 2008 et maintenant, enfin, il y a quelques jours encore, on était dans cette configuration-là, où toutes les institutions étaient perturbées. Donc ça nous demande de repenser nos structures sociales, notre rapport au pouvoir, notre rapport à l'autorité, etc., etc. Et maintenant Donc maintenant, Pluton va embêter le signe du Verseau. On est dans un passage d'air du Verseau, etc. Pluton s'occupe du Verseau. Alors le Verseau, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est sur toutes ces valeurs-là qu'on risque d'être potentiellement un petit peu embêté. Le signe du Verseau, c'est le signe de la fraternité, l'équité, la liberté. Donc en fait, toutes ces valeurs-là, elles vont être perturbées. Il s'agit en quelque sorte de retrouver comment est-ce qu'on va être inclusif maintenant. Maintenant qu'on a vu au niveau de nos structures tout ce qui n'allait pas, comment est-ce qu'on va permettre aux êtres, à nous tous, de rester libres, de rester singuliers tout en étant unis et fraternels. Alors qu'est-ce que ça peut donner? On a fait le choix de ne pas partir dans des hypothèses catastrophistes, parce que ça ne sert à rien. On n'en fait pas de prévision, nous. Hein. On n'est pas on prévoit pas. Non. Mais ce qui est assez majeur quand même, c'est que du coup, là, dans ce passage qu'on est en train de vivre, on passe d'une perturbation qui est de type yin à une perturbation qui est de type yang. Quand le Pluton était dans le Capricorne, ça fait un mode inconscient qui nous travaille de manière assez défensive, intériorisée. Il s'est passé des choses, évidemment, mais ça nous travaille très de l'intérieur. Alors que Pluton qui entre en Verseau, c'est un mode beaucoup plus yang, beaucoup plus sortant, un peu plus dur, un peu plus offensif. Alors, on pourrait voir ça, je n'ai pas d'avis, est-ce que c'est bien, c'est pas bien, mais en tout cas, c'est possible que ça nous donne plus de ressorts collectivement. Mais ça va agir un peu fort. Et puis c'est récent, hein, parce que Pluton est rentré pour la 3e fois dans le Verseau mercredi dernier. Donc on a pensé que ces conférences aujourd'hui, elles sont vraiment, elles inaugurent l'entrée de Pluton dans le Verseau quand même. Hein. Il y est pour 20 ans et il y est que tous les 250 ans. Voilà. Bah tiens, d'ailleurs, c'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on peut se repérer là-dessus. L'histoire, c'est pas tellement l'astrologie qui doit déterminer ce qu'on va vivre, il me semble. C'est plus l'histoire aussi qui peut nous permettre d'éclairer peut-être les défis qui nous attendent. Ça, tu te tournes vers moi hein, quand on parle d'histoire, c'est toi. Oui, en fait, vous voyez que il a les 2 dernières fois, il y a 500 ans, quand Pluton était dans le Verseau, c'était la révolution copernicienne, les réformes religieuses de Luther et Calvin, et puis on a pris l'exemple de Nostradamus, qui est quand même une référence pour nous, Français. Donc vous voyez, à ce moment-là, Pluton était dans le Verseau, il y a une grande réforme de la liberté de conscience. Et la fois d'après, c'était la Révolution française ou la Révolution américaine. Alors ça, c'est quand même intéressant parce que la Révolution américaine, bon, on voit en ce moment, et on sait qu'ils vont fêter les 250 ans de leur pays, les États-Unis, on voit dans quelles conditions ils vont le faire. Hein. Et on attendait mieux, mais bon, il doit y avoir une intelligence à l'intérieur de tout ça. Et la dernière fois, donc, il y avait l'indépendance américaine 1776 et la première constitution 1787. Là, Pluton était vraiment dans le Verseau. Puis il y a eu la Révolution française avec les droits humains. Et puis la Première République est quand même une des premières abolitions de l'esclavage. Ça n'a pas duré longtemps, Napoléon l'a remis quelque temps, mais 1794, quand même, lisez le discours d'abolition de l'esclavage à l'Assemblée constituante, c'était assez extraordinaire. Donc on avait, à ce moment-là, Pluton dans le Verseau, on a tendance à le voir comme assez révolutionnaire. Et c'était l'idée de la séparation de l'Église et de l'État, c'est-à-dire toutes les valeurs du christianisme, si vous voulez, sont rentrées dans les lois sociales. Parce que la fraternité, c'est la loi d'amour du christianisme, hein, qu'on a fait rentrer dans les lois sociales, qu'on a fait descendre de Dieu vers nous, en fait. Hein, vous voyez l'idée? Là, je te laisse continuer. Et du coup, une des choses que l'astrologie peut nous permettre de faire, c'est peut-être d'essayer de nous poser des questions. Les questions, c'est merveilleux, hein, ça ouvre beaucoup l'espace. Donc en fait, nos défis, ça risque d'être, voilà, ce qu'on vous disait, donc toutes ces valeurs du Verseau. Donc, qu'est-ce qu'il en est de l'intérêt commun? C'est quoi les communs à l'humanité? Qu'est-ce qu'il en est en termes d'équité, hein, le Verseau, c'est pas un signe d'égalité, c'est un signe d'équité, ce qui est quand même pas tout à fait pareil. Qu'est-ce qu'on va faire de ça en groupe, ensemble? On est vraiment au défi
de la fraternité humaine. Et il va falloir certainement inventer de nouveaux modèles. Le Pluton Capricorne qu'on vient de vivre pendant quelques années a bouleversé beaucoup nos structures. Simplement, on ne les voit pas encore beaucoup changer parce que les nouveaux modèles, ils ne sont pas forcément toujours là encore. Parce que donc là, il va falloir les inventer. Le Capricorne nous a appris à déconstruire. Vous voyez, cette idée de déconstruire, ça c'est Capricorne. Il faut quand même encore parler de construire. Donc il faut déconstruire avant de reconstruire. Et c'est d'ailleurs, je crois, ce dont il y a un débat ce soir. Il y a des interventions qui sont bien à la reconstruction d'une nouvelle forme de société, n'est-ce pas ? On en est à se demander tout ça quand même en ce moment. Comment on va bâtir une société différente ? Mais il y a des perspectives, parce qu'on est embêté potentiellement, mais il y a évidemment des perspectives. Donc ça, tu viens de le dire, hein, cette affaire de déconstruction. Et puis, il va s'agir, on a 20 ans hein, peut-être pour le faire, enfin c'est ce qui nous est proposé, pour incarner véritablement les valeurs qui, je n'en doute pas, vous sont chères, de liberté, de fraternité et d'équité. Donc, comment est-ce qu'on va se mettre collectivement à l'ouvrage ? C'est un peu ce qui nous est proposé et ce qui s'ouvre pour les 20 prochaines années, en sachant que ça, c'est un cycle d'une planète et que l'horloge cosmique, c'est que des cycles enchâssés les uns avec les autres qui nous travaillent, ou en tout cas sont le reflet de ce qui nous travaille collectivement. Okay ? Et que c'est des valeurs non pas à proférer, mais à incarner. Alors d'abord, il faut les respecter. Heureusement qu'il y a une justice, et une justice internationale encore qui est capable de garder certaines valeurs à un certain niveau. Mais il faut que chaque être individuellement les incarne et comme disait Sri Aurobindo, il faut les faire entrer dans notre vie comme des valeurs et comme une sorte de dharma, c'est-à-dire de devoir de vie. Et donc c'est ça qui va nous faire évoluer en fait, d'une certaine manière. Mais c'est pas évident, hein. C'est long, c'est lent et c'est difficile. Et c'est pour ça que c'est souvent révolutionnaire. Et puis ça risque de nous demander beaucoup de créativité. Tout à l'heure, j'ai commencé à vous parler de Pluton dans le Scorpion, parce que c'est un point de bascule où en fait toute l'histoire qu'on se racontait depuis le début du XXe siècle a été complètement mise à mal. Un début du XXe siècle, on s'est allé avec les 30 Glorieuses, etc. Oui, on avance, machin, nan. À partir du Pluton Scorpion, c'était pas le début, c'était la deuxième moitié. 1939, tu oui. considères que c'est la deuxième moitié ? Bon. Presque. Ouais. Bon, en tout cas, ça a été un point de bascule où vraiment on a été mis à mal dans notre manière de voir notre histoire collective. Et là, Pluton dans le Verseau, l'invitation, il me semble, c'est vraiment ça. C'est qu'est-ce qu'on est en train de se raconter collectivement et donc ce qu'on est en train de vivre. Enfin, je vous apprends rien que ce qu'on se raconte, on le vit. Là, Pluton dans le Verseau, c'est un peu ça. C'est qu'est-ce qu'on peut réinventer ? Qu'est-ce qu'ensemble, on peut réinventer et se re-raconter une histoire qui nous fait envie, quoi. Okay. Donc, du coup, voilà, pour les 20 prochaines années, il y a un défi de créativité et qui va nous demander chacun, là, on se rapproche encore de l'individu, comment est-ce que chacun d'entre nous, avec la manière dont on voit les choses, avec notre cœur, etc., on va être capable de recréer et d'arriver vers un niveau de conscience qui va proposer autre chose. Le défi du Verseau, c'est aussi ça. Soyons chacun singulier pour proposer notre couleur à la palette collective. Et ça, on le fait au rythme des cycles planétaires, etc. Les prochaines échéances cycliques qui nous attendent, parce qu'on a bien vu que tout ça est très, très enchâssé. Là, vous voyez, on vous les a mis en évidence ici. De quoi il s'agit ? Alors, on a des diapos, je crois, oui. 2020, t'aimes bien 2020, toi ? Alors oui. 2020, est-ce que c'est la peine de vous dire ce qui s'est passé ? Non. Voilà. Donc là, on a eu... Mais si vous voulez, au niveau... C'est pour ça que nous sommes mis à l'œuvre à partir de 2018, parce qu'on s'est dit, bon, tous ces renouvellements cycliques autour de 2020 vont être d'une extrême importance. Donc il est temps qu'on se mette à travailler les cycles. Bien nous en a pris, parce que les cycles nous ont rattrapés. Mais comme ça, on peut vous dire ce qui s'est passé sans avoir à le prévoir. Mais en 2020, il y a eu un renouvellement de cycles très important, dont un cycle de destruction créatrice de 35-36 ans. Donc on l'a vu, ce qu'il nous a apporté. Hein. Mais il faut savoir que c'est de la destruction créatrice. C'est pour voir ce qui ne va pas, pour peut-être transformer. Ensuite, donc il y en a 5 qui se sont mis à jour, on vous en a mis que 3. Donc ce cycle de destruction créatrice, c'est un cycle quand même de génération.
Saturne-Jupiter, qui est passé, il était à 1 du Verseau. Ce qui fait que déjà, il nous préfigure ce que Pluton est en train de vouloir maintenant mettre en ordre au début du Verseau, puisqu'il y a eu un cycle de Pluton-Jupiter qui s'est commencé au solstice d'hiver 2020 et à 1 degré du Verseau, donc déjà annonçant quelque chose. C'est un cycle de 20 ans et qui travaille par carré ou opposition tous les 5 ans. Et là, on est dans ce tournant de ce cycle, parce que autant il y avait quelque chose qui se détruisait, mais des choses qui derrière étaient en train de se reconstruire. Et on devrait commencer à les voir en 24-25, parce que ce cycle Saturne-Jupiter, qui est un cycle de génération, est un cycle qui devrait nous aider à plusieurs à commencer à voir les nouvelles valeurs, et particulièrement l'année 2025, qui est toujours une année importante. La 25e année d'un siècle est une année de réorientation de l'humanité par ses guides, proprement dit. Donc, il est dit que les guides se réunissent pour aider et revoir l'orientation de l'humanité selon là où elle en est arrivée. Et on sait que le cycle Saturne-Jupiter va nous aider, d'autant plus que ce cycle Saturne-Jupiter a commencé en Verseau et qu'il augure 200 ans de cycle dans les signes d'air. Et la dernière fois qu'il y a eu ces 200 ans de cycle dans les signes d'air, c'était au moment des cathédrales. Vous connaissez la chanson. Il est venu le temps des cathédrales. Voilà. Alors là, on va avoir le temps de je ne sais pas quoi, mais c'est sans doute de nos cathédrales intérieures, en fait, en quelque sorte d'une reconstruction intégrative à l'intérieur de nous de cette époque-là. Voyez ? Donc, vous voyez à chaque fois comment on peut se rattacher à des choses existantes et pour se donner une sorte de perspective historique. Et puis le troisième, je te laisse... Et puis après, alors ce qui va se jouer aussi en 2026, c'est le renouvellement d'un cycle qui est assez intéressant, parce que c'est un cycle qui nous demande de manifester et donner une forme à nos idéaux. On sait comme c'est simple, mettre nos utopies et notre absolu en forme, c'est pas forcément simple, mais c'est un cycle qui est long, qui dure presque 40 ans. Donc, si vous voulez, en 2026, on va changer de cycle à ce niveau-là. Donc, il y a comme une réinitialisation, une nouvelle ouverture, si vous voulez, pour retrouver de nouvelles formes, rebâtir ce qui nous fait envie et ce qui nous appelle. Puis, il va falloir faire le bilan des 40 dernières années. Et 2032... Là aussi, qu'est-ce qu'on manifeste ensemble ? En fait, vous voyez, il y a comme c'est une rythmique très particulière, quoi. Et tout ça est très agissant en nous, qu'on le sache, qu'on ait l'astrologie ou pas. Mais c'est des choses qui se passent, en fait, au-delà de nous et au travers de nous. Donc, le dernier cycle, il s'est déclenché en 88. Il aura montré ce qu'il nous aura montré. Et en 2032, qu'est-ce que ça va nous apporter en termes qu'est-ce qu'on va réussir à manifester de nos ressources innées pour bâtir ce qui nous fait envie. Et là, on a une sorte d'hypothèse pour ce cycle. C'est un cycle vraiment de manifestation, si vous voulez, du génie humain. Le dernier de 88, ce qu'on a pu repérer comme manifestation importante du génie humain, c'est tout ce qu'on a fait dans l'exploration du ciel. Il s'est passé à ce moment-là énormément de choses. Il y a eu beaucoup des télescopes Hubble et tout ça on a fini par trouver le centre galactique en 96 et ce cycle a été très fécond au niveau et au niveau aussi de la conscience écologique. Mais là, on a pris que l'aspect plutôt scientifique, si vous voulez. Et c'est pour ça qu'on a comme hypothèse que nous, peut-être ce cycle de 2032, après celui de 88, qui était une grande réussite dans l'exploration du ciel extérieur, ça serait peut-être un gros travail dans l'exploration du ciel intérieur et peut-être de connexion de plus en plus d'êtres avec leur âme et donc avec une conscience un peu plus d'âme et une conscience d'amour. Parce que qui dit âme dit amour. Quand on est dans le mental, on est séparatif. On peut être dans l'affection, on peut être dans la passion, mais on n'est pas vraiment dans l'amour. Pour entrer dans l'amour, il faut être dans une acceptation bienveillante et dans une intelligence bienveillante et intégrative et inclusive surtout. Donc on a cette hypothèse, mais il ne faut pas s'imaginer que toute l'humanité va basculer là-dedans. Mais quand on est dans une certaine conscience, on a des responsabilités et chacun, là où on est, on a la responsabilité de tenir la lumière de la conscience selon les valeurs que l'on ressent, le plus juste possible. Et chaque être compte. Chaque être compte.
Quand on disait tout à l'heure qu'on s'incarne en groupe, c'est aussi ça, c'est-à-dire vraiment prendre conscience que le collectif ne noie pas l'individu. En astrologie, un être, c'est un soleil. Un soleil n'éteint pas un autre soleil. C'est tout le projet de l'ère du Verseau. Et là, c'est le challenge qu'on va avoir avec le Pluton Verseau. Donc là-dedans, l'astrologie, à quoi elle peut nous servir de manière de plus en plus concrète? Déjà, vous voyez, à la lumière de ces grands cycles, ça peut être de se géolocaliser un petit peu dans une temporalité et dans notre actualité, dans notre génération, dans notre groupe humain, et d'essayer d'y trouver sa place finalement. Et ce qui est vraiment important de voir, je trouve, c'est chaque génération est interdépendante. C'est fréquent qu'on ait des difficultés de communication parfois entre générations. On se dit, oh non, mais là, les vieux, ils sont plus du tout à la page. Les jeunes, c'est des Pokémon, on comprend pas ce qui se passe, etc. Mais pas du tout. Chaque génération s'appuie sur les précédentes et chacune ont vraiment leur valeur propre. Et chacun de nous, on fait vraiment ce qu'on peut, quoi. Et surtout, ce dont on s'est rendu compte en astrologie, si vous voulez, c'est pour ça qu'on ne fait pas de prévision, parce que ce sont les êtres qui actualisent leur vie et qui la manifestent. Il n'y a rien qui est prévu à l'avance pour eux. Chaque être est libre. Donc chaque être actualise sa vie. Et en fait, on parle des niveaux de conscience, et particulièrement dans un livre sur l'amour que vous avez ici, que vous pouvez vous procurer, qui, lui, n'est pas astrologique. Mais on ne fait pas que de l'astrologie, vous voyez ce que je veux dire. Et on travaille sur cette question des niveaux de conscience. Et il faut avoir le sentiment, il faut savoir où on est et comment on se situe, si vous voulez, sur une échelle. On a un âge de la conscience comme on a un âge biologique. Mais c'est très difficile et ça doit rester quasiment secret. Il n'est pas question de se mettre un numéro de conscience dans le dos ou devant ou sur le front, etc. Ça c'est pour l'intelligence artificielle dystopique du futur. Mais ce n'est pas pour ce que nous proposons, en fait. Mais c'est très important d'avoir idée de... Parce que quand on a une conscience visionnaire ou une conscience d'âme... Enfin, pour avoir une conscience visionnaire, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Je pense que c'est devant nous. Mais quand on a une conscience d'âme, ben, on peut intégrer les autres et les comprendre. Mais ceux qui sont en conscience de personnalité ne peuvent pas comprendre. Donc, on a une responsabilité. Plus on est évolué, plus on est responsable. C'est ça? Ça te va? Complètement. Et c'est une responsabilité qui peut nous rendre libres. C'est-à-dire que l'astrologie qu'on aime... défendre et proposer, en tout cas, c'est vraiment pas quelque chose qui est de l'ordre du déterminisme. Vraiment pas. C'est pas une influence, c'est un miroir. Ok, donc on reste, quand on accompagne en astrologie, on peut essayer de regarder quelle est notre horloge interne à chacun. Donc des fois, c'est très décontractant de se dire, mais oui, mais là, voilà, c'est un début de cycle, donc cool. Mais ça nous permet, l'idée c'est que chacun puisse vraiment récupérer sa capacité de choix. Choisir, c'est vraiment s'empouvoirer. Et donc l'astrologie, ça peut être une grille de lecture pour nous permettre ça. Simplement parce qu'on a fait un pas de recul et que du coup, on y voit mieux. Quand on se recule un petit peu, la vue d'ensemble est déjà un petit peu plus nette. Mais il faut du temps, c'est ce que tu disais. Donc, et chaque être a son temps. Chaque être a son horloge cyclique, en fait. Vous voyez, même si on est relié à une horloge générationnelle et collective. Et on n'est jamais en retard. C'est ça qui est génial. On est toujours au bon moment, au bon endroit. Vous y êtes aujourd'hui, non? Nous aussi. Et puis, ce qui nous semblait intéressant aussi, pour vous parler d'astrologie, c'est de voir qu'avec ce fameux pas de recul que ça nous permet, l'idée, c'est aussi que ça puisse nous permettre de nous désidentifier de nos parts de personnalité, des trucs qu'on se raconte, de l'histoire qu'on se raconte, ce que j'évoquais tout à l'heure. Et Charles Vouga, lui, il exprimait ça de cette manière-là. Il disait le plus dur, c'est pas tellement la croix, c'est-à-dire les preuves, les défis qui sont devant nous, etc. C'est pas tellement ça le plus dur, c'est la distance qu'on met avec la croix. Si on est en refus d'expérience, de défis et de vivre ce qui est devant nous et ce qui est à vivre sans chercher des paradis artificiels, etc., c'est ça qui est douloureux, c'est le refus de ce qui est en train de se jouer. Et l'expérience, alors c'est sur un plan assez dans la matière, hein, au niveau de l'astrologie, mais ça ne veut pas dire que c'est moins bien que la conscience ou l'esprit du tout. C'est parce qu'il y a expérience qu'on peut se désidentifier et retourner vers son propre soleil. Et ça, c'est majeur pour nous tous, parce que c'est la lumière de chacun de nos soleils qui
peut-être va faire qu'on peut avancer ensemble vers autre chose. Oui, c'est l'expérience qui est déterminante. Hein. Le thème astrologique, c'est le thème de l'expérience, c'est pas le thème de l'être. Et d'ailleurs, nous, peut-être dans l'image d'après, ça y est, je ne sais plus s'il y a l'arbre. Oui. Non, oui, voilà. Voilà, c'est ça. Et en fait, si vous voulez, c'est pour ça qu'on travaille maintenant avec un système en croix qui s'appelle l'arbre de vie astrologique et qui est une manière de monter les thèmes et qui montre, si vous voulez, l'aspect que, si vous voulez, enfin, on ne peut pas vous expliquer comment ça fonctionne complètement, mais c'est une sorte vraiment de géométrie de l'expérience que nous vivons. Et c'est beaucoup plus, ça permet de faire un travail plus profond et plus compréhensif de thèmes d'expérience des êtres que le zodiaque habituel. Donc c'est une manière de... Sachant qu'on est libre, hein, comme tu dis. Oui, c'est ça. Qu'on est libre et on est toujours libre de vivre sa vie. Mais en fait, on est venu faire une expérience. Et cette expérience est censée nous faire croître en conscience. Et c'est pour ça que la croix, avec sa verticale et ses horizontales, nous permet de mieux peut-être comprendre, et le sablier au milieu, ce que c'est qu'une vie. C'est plus simple qu'une sorte de zodiaque qui a l'air de finalement tourner en rond. Et le fait de voir les choses en croix avec ce type de géométrie, ça appuie effectivement le fait que, bah oui, on est sur une croix et il semblerait, selon les croyances de chacun, bien sûr, mais qu'on ait choisi de descendre sur ces croix. Et du coup, l'astrologie, c'est une discipline qui, je crois, permet de mieux comprendre cette croix, donc de mieux comprendre sa propre loi et notre loi au sein du collectif. Donc il y a vraiment cette portée assez large qui, au lieu d'être complètement focus sur nos nombrils, qui certes sont ravissants, très jolis et méritent beaucoup de tendresse, d'ouvrir un petit peu l'espace et de mieux se reconnaître. C'est quelque chose de très vivant. Vous voyez, contrairement à ce qu'on voit parfois, c'est pas tellement pour mettre les gens dans des cases ou les déterminer. Vraiment pas. Vraiment pas. C'est bien la difficulté d'ailleurs, parce que souvent, on a envie d'être déterminé. Hein. Les gens qui peuvent nous poser des questions, ils aimeraient qu'on leur donne des réponses très déterministes. Mais il n'y a qu'à renvoyer à la liberté de chacun. Oui, on est sous les mêmes lois, ou sur une loi intérieure, mais c'est l'être même qui connaît le mieux sa loi intérieure et à lui de la travailler. Alors il y a quand même des techniques pour la travailler. Et l'astrologie permet de repérer où on en est sur le chemin d'évolution et de compréhension, de conscientisation de la loi. Une question, pourquoi astrologie ésotérique? Pourquoi ésotérique? Alors la réponse, c'est vraiment excellent cette question parce que ça permet de dire des choses qu'on n'a pas dites et qu'il fallait dire. En fait, ésotérique, ça veut dire tourner vers l'intérieur. Exotérique, c'est tourner vers l'extérieur. Et en fait, avec l'arbre de vie, on travaille dans ces doubles mouvements. C'est-à-dire, nous sommes des êtres à la fois qui vivons vers l'extérieur. La science est exotérique. Et la connaissance de soi, la psychologie, etc., la connaissance, toutes les sciences de l'âme, c'est ésotérique, c'est-à-dire que ça concerne la vie intérieure. C'est la citation de Sri Aurobindo que j'ai dite au début, c'est-à-dire les êtres, ils n'ont pas compris que c'est des valeurs intérieures qu'il faut aller chercher en soi. Donc quand on dit qu'on fait de l'astrologie ésotérique, on dit qu'on fait une astrologie qui est la science de l'âme, proprement dite, et la science de notre évolution intérieure. C'est aussi simple que ça. Et en fait, l'astronomie, c'est la partie exotérique de l'astrologie. Et l'astrologie, c'est la partie ésotérique de ce grand ensemble qui est l'étude du ciel et de la terre. Et elles se sont séparées grâce à un être extraordinaire qui était un astrologue, qui était Kepler. Il a créé les lois du système solaire, il a trouvé les lois. Et du coup, le pauvre, il en a perdu l'astrologie et nous avec. Et alors maintenant, il faut qu'on arrive à faire revenir l'astrologie comme un travail de connaissance intérieure en relation avec la loi des connaissances extérieures du ciel. Merci pour la question. Ouais, merci. Ça a le gros avantage de remettre le sujet au centre aussi. Voilà. C'est-à-dire qu'au lieu d'être vu et observé, étudié comme des objets, l'astrologie fait le choix de dire, peu importe l'objet, remettons-nous au centre de nous-mêmes. Ça, c'est pour ça que je trouve l'astrologie extrêmement empouvoirante, si tant est qu'on veuille la pratiquer de cette manière-là. Mais dès qu'on devient sujet, on est agissant, on a du pouvoir sur nous-mêmes
et donc sur notre environnement. Dans une planète, il y a toujours, enfin dans n'importe quel événement astrologique, il y a toujours plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'à un premier niveau, oui, potentiellement, à chaque fois que Pluton arrive dans un signe, ouais, on a des emmerdes. Mais c'est ce qui nous permet d'évoluer. Il n'y a pas d'évolution sans tension, sans friction, sans échauffement. Ça n'existe pas, ou pas que je sache. Donc le potentiel derrière est magnifique. On peut essayer de regarder ça. C'est comme un visiteur qui arrive, hein, Pluton, donc il faut l'accueillir. Là, de toute façon, il est toujours là, hein, qu'on le veuille ou non. Et il est toujours là aussi en nous, en résonance intérieure. Et le fait qu'il rentre dans le Verseau, il réveille une certaine symbolique en nous et quelque chose qui a envie de s'exprimer. Et la plupart du temps, quand on est réveillé comme ça, on voit d'abord le côté difficile. C'est-à-dire quand on est réveillé, qu'on a envie de continuer à dormir, on est très embêté. Et on dit, mais pourquoi il ne me laisse pas dormir alors que je suis en train de dormir? Et donc, en fait, il y a comme une espèce de branle-bas. Parce que comme si la planète nous parlait d'abord par ce qu'il y a de plus difficile pour qu'on la comprenne. Et c'est à nous de faire monter le niveau. Vous voyez l'idée? Voilà. Enfin, si on le personnalise, hein. Général, hein, c'est ça ce qu'on disait tout à l'heure, plus on accueille l'expérience pour ce qu'elle est, moins elle nous est douloureuse. Prise de conscience aimante, et par exemple, quand on s'occupe on a pris le monde des autistes, les handicapés, qui font, bon, voilà, ça fait partie de mouvements concrets. Alors, c'est un bel exemple. Tout à fait, merci. Ouais. Merci. Vous avez entendu, prise de conscience aimante, l'exemple, c'est quand on s'occupe des autistes et des handicapés. Et toujours, en fait, de s'occuper du plus petit que soi, comme on dit. Hein. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Et puis, heureusement, il y a des plus grands que soi qui nous aident. Mais l'échelle d'évolution est intéressante parce il y a toujours quelqu'un devant, il y a toujours quelqu'un derrière. Et on a toujours à prendre soin de ce qui est derrière. C'est vrai que c'est une belle image de ce défi d'équité. Encore une fois, l'équité n'est pas l'égalité. Et donc, quand on a dans notre collectif humain des êtres qui ont peut-être à un instant plus besoin, l'équité voudrait que, ben oui, on va plus et on puisse rétablir quelque chose de plus circulant et de plus aimant. Et ça, c'est effectivement un très très bon exemple. Et surtout que l'exemple d'autisme que vous prenez, puisque ça correspond vraiment à cette symbolique plutonienne dans le Verseau, qui est le signe de la connaissance synthétique, etc. Et donc, les autistes ont un rapport très particulier à la connaissance. Et ils nous parlent de si la connaissance ne peut pas être connectée correctement à l'humain incarné, il y a un problème. Et donc, eux, ils nous questionnent. Attention, ne désolidarisez pas la connaissance de votre conscience intérieure. C'est le problème auquel ils sont confrontés. Et c'est typiquement une problématique Verseau, dans le côté difficile du Verseau, qui nous demande d'intégrer, justement en faisant attention avec l'intelligence artificielle, de ne pas séparer la connaissance de l'humain, parce que si on sépare la connaissance de l'humain, on rentre dans un monde autiste. On peut le dire, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez, pour que vous compreniez la symbolique du Verseau, elle est aussi dans cette question. Voilà. Merci en tout cas d'avoir été là, parce que... Merci beaucoup. Merci, parce que c'est très joyeux de pouvoir sortir l'astrologie de derrière les bouquins et de le partager. Merci.